ceci étant établi, donc nous commençons pour une petite heure d'échange sur le sabotage. Je vais donc d'abord passer la parole à notre rédacteur en chef, François Vaillant, pour que tu nous dises un petit peu, que tu nous rappelles ce qui nous avait motivés pour partir sur ce sujet-là du sabotage. Eh ben, mes souvenirs sont bons. C'est sur une proposition d'Alain Refalot que ce thème a été retenu. À chaque fois, lorsque on travaille un numéro d'ANV, on fait une tempête de cerveau un petit peu pour voir quel thème on a envie de retenir pour un numéro suivant. Et là, c'est Alain qui nous a proposé le sabotage et il y a eu une unanimité, un petit papier pour lui pour nous expliquer de quoi il s'agissait. Et nous sommes partis sur cette idée-là. Après, on a construit le sommaire ensemble et il y avait derrière tout ça le livre de Victor Cachard sur l'histoire du sabotage que nous sommes mis à lire à plusieurs. Très bien. Et est-ce que tu veux dire deux mots où on en parlera au moment des articles concernés du lien avec l'actualité et les combats écologistes? Oui, mais au fur et à mesure que Sylvine, Alain parleront de leur article, ça sera compris dedans. Ok, très bien. Alors, pour commencer, donc l'idée c'est de faire un petit peu un retour sur l'histoire. Donc justement, tu as évoqué un ouvrage qui a servi de base à plusieurs articles. Donc un petit historique avec l'article au commencement et le sabotage. Et puis après, on passera à un article donc qui pose les bases juridiques, donc avec l'entretien de Laura Monnier. Donc tout d'abord, je te passe la parole puisque donc c'est toi qui vas parler de l'article au commencement et le sabotage. Oui, Clara Le Breton n'est pas là ce soir, mais comme pour mon article sur Jaurès et les anarchistes, j'ai lu pratiquement les mêmes ouvrages qu'elle, je peux en parler 2 minutes pour nous remettre ça en mémoire. Ce que j'ai trouvé intéressant dans son article, c'est que le mot sabotage a été inventé dans le milieu anarchiste à la fin du 19e siècle et que déjà on disait saboter pour signifier qu'on allait heurter ou secouer, mais le mot sabotage n'existait pas. Et ce nom qu'il faut retenir, c'est bien Émile Pouget, un anarchiste notoire qui a dû, qui revient d'Angleterre parce qu'il avait dû partir en exil après la Commune, et là-bas découvre dans le milieu anarchiste anglais qu'ils avaient inventé là-bas l'expression sakani, saikani, je ne sais pas comment on dit en anglais avec le bon accent, euh, qui veut dire lever le pied, euh, vas-y doucement, prends ton temps, tout ceci pour protester contre les cadences ou pour protester contre les mauvaises payes. C'est très bien raconté effectivement dans les livres de Victor Cachard et il revient en France et c'est lui qui forge le mot sabotage sur le lien entre le pied et les actions de ce genre de contestation. Voilà pour l'origine des mots sabotage. Après, sur l'action qui a eu longtemps dans le milieu anarchiste, qui a payé, euh, c'était même pas des dégradations, c'était la grève du zèle, euh, la grève du zèle ou des choses de ce genre-là, des cadences ralenties. Il y a eu surtout Gustave Hervé qui est apparu. Et Gustave Hervé, lui, c'est un peu une autre trajectoire. C'est une autre trajectoire dans le milieu anarchiste. Euh, Lui va s'en prendre directement à la technologie moderne de l'époque où il y a déjà l'électrification et les trains qui circulent pour protester contre également des mauvaises payes. Et la force d'Hervé, Gustave Hervé, c'est qu'il est membre de la CGT. La CGT est née en 1905 et les actions de Gustave Hervé qui vont être commentées dans son ouvrage, pas dans son ouvrage, dans son journal La gueule, la guerre sociale, c'est précisément de saboter les lignes télégraphiques, euh, beaucoup de choses de ce genre-là. Et la CGT naissante va incorporer le sabotage comme mode d'action recommandé par et pour les ouvriers.
Voilà pour l'essentiel. Je pourrais répondre à toutes les questions après. Ok, ben merci. Donc maintenant que les bases historiques sont posées, on va passer aux bases juridiques, puisque l'idée un petit peu, le constat, c'était ben, qu'est-ce qu'on appelle le sabotage? Est-ce qu'on appelle tout, un peu tout et rien sabotage, et notamment en lien avec la phrase de Darmanin sur l'écoterrorisme, voilà, tout ce vocabulaire qui, selon qu'il vient du gouvernement ou des protagonistes, peut être différemment utilisé. Donc, il était important d'avoir une experte sur la question pour nous mettre les points sur les i et les barres sur les t. Donc, Laura Monnier est donc avocate et elle a travaillé donc comme responsable juridique à Greenpeace pendant un bon paquet d'années. Donc, elle est on ne peut plus experte non seulement sur les questions juridiques, mais en plus sur l'activisme écologiste. Donc, Laura, à vous. Oui, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc dans cette interview, en fait, j'ai essayé d'apporter un éclairage sur le terme sabotage qu'on entendait pas mal dans la presse et pour qu'on se penche un peu plus sur sa véritable signification juridique. Et, euh, et donc cette signification, elle n'est pas du tout celle qui lui est donnée à travers ce terme, puisqu'en fait, ce que désignait surtout le gouvernement par sabotage, c'était seulement des actes de dégradation, donc qui sont des délits, alors que le sabotage au sens juridique, c'est une infraction qui revêt une nature criminelle, hein, qui est punie de 15 ans d'emprisonnement et dont la particularité, en fait, on nomme sabotage parce qu'il va porter atteinte à ce qu'on appelle les intérêts fondamentaux de la nation. Vous avez notamment dans les circonstances aggravantes du sabotage dans le code pénal le fait de servir les intérêts d'une puissance étrangère. Donc c'est quand même quelque chose de très spécifique. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas tenter d'être, que voilà, l'État pouvoir judiciaire ou le pouvoir de police administratif ne pourrait pas tenter d'utiliser ce type de qualification. Ça peut arriver qu'il y ait des erreurs de qualification quand vous avez des enquêtes, par exemple, puisque quand vous avez des actes de dégradation, vous avez des qualifications juridiques qui sont fixées par les officiers de police judiciaire et c'est déjà arrivé que sur des actions militantes, en fait, on ait des actes qui soient qualifiés de sabotage. Évidemment, c'était une aberration juridique puisqu'il s'agissait seulement de délits de dégradation, donc qui ont seulement une nature délictuelle, qui sont punis par des seuils qui sont des seuils maximum de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Évidemment, ça n'est jamais appliqué en ce qui concerne les actes de désobéissance civile, où généralement vous avez des peines d'amende symboliques, voire parfois vous pouvez avoir des relax ou ce qu'on appelle des dispenses de peine. C'est-à-dire qu'il y a une déclaration de la culpabilité des personnes, mais il n'y a pas de peine qui est prononcée, qui est d'ailleurs un peu hypocrite, c'est-à-dire que la juridiction, dans ces cas-là, généralement, pourrait tout à fait relaxer la personne, mais bien souvent, elle prononce plutôt une dispense de peine. Ce qui se passe en général, c'est que quand vous avez des actes de dégradation, donc ce qui correspond plus souvent au sabotage dans la presse, vous avez en général des actes d'enquête assez classiques qui vont se dérouler, et notamment des auditions. Si les actes de sabotage s'accompagnent du vol d'objets, vous pouvez avoir des perquisitions, mais le plus souvent, vous avez des auditions des personnes qui vont être soupçonnées. Et vous pouvez avoir également des échanges de documents. Ça peut être soit des collectivités publiques qui déposent une plainte, ça peut être une entreprise, c'est une entreprise qui est visée par la dégradation, qui va envoyer des factures qui correspondent à la restauration du bien pour permettre de qualifier en fait l'infraction. Et ensuite, sur cette base-là, eh bien, le parquet, le procureur va décider si les militants sont poursuivis ou pas. Ça dépend souvent, le plus souvent, ce qu'on a constaté, c'est que ça dépendait souvent un peu de l'envoi de cette facture qui correspond aux actes de dégradation et donc d'une entreprise qui va voir, voilà, d'une ville qui peut se constituer partie civile. Dans cet article, on a également abordé la question de la dissimulation de visage, qui constitue clairement une circonstance aggravante. C'est-à-dire que juridiquement, ça fait passer les seuils maximaux des délits de 2 ans à 5 ans d'emprisonnement.
Donc, c'est vraiment une circonstance aggravante. Enfin, ça l'est presque enfin, ça l'est dans beaucoup de délits, puisqu'on considère que la dissimulation, c'est une forme de stratagème qui vise à ne pas être identifié. Donc, c'est puni plus sévèrement. Et enfin, dans ce que j'ai tenté d'éclairer dans cet article, c'est concrètement quelles sont les actions qui pourraient aussi rentrer dans un cadre non violent. Ce qu'on analysait à Greenpeace avant ce type d'action, c'était toujours la question de la proportionnalité de l'action, notamment le risque que ça porte atteinte à des questions de sécurité publique ou les intérêts privés auxquels ça va porter atteinte. Ça peut porter atteinte à des intérêts privés, enfin, nécessairement s'il y a dégradation, mais on analysait généralement cette proportionnalité, le niveau de gravité de l'atteinte et aussi la corrélation avec l'efficacité de l'action. Au-delà de la dégradation, aujourd'hui, vous avez d'autres qualificatifs juridiques qui existent. Vous avez par exemple l'association de malfaiteurs, qui peut être tout à fait un acte, enfin une qualification juridique qui est utilisée par l'autorité de poursuite, puisque c'est une infraction qui en réalité est assez floue et il peut être assez facile sur de la dégradation où il y a des circonstances aggravantes, donc au-delà de 5 ans d'emprisonnement, d'utiliser l'association de malfaiteurs pour faire des actes d'enquête qui sont encore plus larges, donc auditionner plus de personnes, mettre des personnes sur écoute, ce genre de choses. Donc ça, c'est évidemment quelque chose dont il faut se méfier. Et autre chose, c'est le pouvoir de la police administrative, donc où vous avez par exemple eu la dissolution qui a été vaine des soulèvements de la terre et qui s'est basée non pas sur le code pénal, mais sur le code de la sécurité intérieure, où les qualifications juridiques ne sont pas les mêmes et où elles sont beaucoup plus larges dans le code de la sécurité intérieure, puisque ça dépend de l'ordre public et que tout cela a une vocation préventive d'un point de vue du risque d'atteinte à l'ordre public. C'est-à-dire qu'on va réprimer avant qu'il y ait une atteinte plus grave qui soit commise. Et malheureusement, ces infractions-là, enfin ce type de qualificatif juridique, est utilisé bien souvent en fonction du contexte politique. Et ensuite, les voies de recours se situent plutôt au niveau du Conseil d'État, qui, voilà, heureusement, constitue encore une voie de recours juridictionnel. Et je pense que j'en ai terminé. Ben, parfait. Merci, c'était très complet. Je pense que ça pourra pas mal renseigner, éclairer tout le monde. Et peut-être qu'il y aura quelques questions, mais c'était déjà tellement précis. Parfait, parfait. Donc, ces éléments de définition étant posés, tant historiques que juridiques, on va passer un petit peu au cœur de l'action. Donc, dans ce dossier, on a deux articles vraiment axés sur la question de l'écologie. Alors, il y en a un de David Berruet, mais qui est absent aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si François, tu voudras en dire deux mots. Et un de Sylvine Bouffaron, donc Désarmer pour protéger le vivant. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Sylvine, donc, qui est militante, qui a pu agir au sein d'Alternativa et de Greenpeace. Donc, si jamais vous souhaitez apporter quelques précisions, n'hésitez pas. Donc, la question écologiste étant vraiment celle qui a un petit peu remis au goût du jour la question du sabotage. Oui, c'est ça. Donc, dans cet article Désarmer pour protéger le vivant, je me suis attachée à resituer la tactique du sabotage dans notre histoire plus récente. Alors, la tactique, elle est arrivée dans le champ écologiste dans les années 70. Et là, je resitue dans notre histoire récente et aussi pour transmettre aux plus jeunes activistes dans notre écosystème. Je rappelle l'histoire des faucheurs et faucheuses d'OGM 2003, qui est quand même du coup une de nos grosses campagnes victorieuses en France, qu'il est bon de rappeler. Donc les faucheurs dont on est directement héritier, héritière, et des actions de Greenpeace en France et à l'international. Donc directement de sabotage, de démontage de rails, de découpage de filets de pêche, et tout un répertoire assez large et qui a usé de cette tactique dès le début. Donc le terme, il est réapparu là dans le champ médiatique et de l'activisme en 2022 avec le combat des méga-bassines. Et alors, dans la ligne de ce que décrit Victor Cachard dans son bouquin, le grand chapeau du sabotage, il est très très large. On a beaucoup de termes et beaucoup d'emplois ces dernières années sur le terrain. On parle de mise hors d'usage, on dégonfle, on débâche, on détruit, on brûle des engins, donc c'est très très divers.
Et Victor rappelle dans son ouvrage à quel point le sabotage, c'est toujours joué du langage dans l'histoire. Et j'appuie sur ce qui me semble très fort et puissant aujourd'hui, qui est l'emploi qu'en font ce mouvement des soulèvements de la Terre, qui parle de désarmer le vivant et qui me semble très intéressant comme emploi pour dire de quel côté se situe aujourd'hui la violence et à quel point il est légitime d'user de cette tactique, puisque si on désarme aujourd'hui, c'est bien qu'une guerre est engagée, une guerre contre le vivant. Donc je m'attache à développer ça dans cet article. Même si j'interroge, donc je rappelle à quel point du coup la tactique du sabotage fait bien partie du répertoire d'actions non violentes. J'interroge et je rappelle néanmoins ce qu'on s'emploie à faire, en tout cas pour ce qui est de deux organisations que je connais avec qui je m'active, Action Justice Climat aujourd'hui et Greenpeace, qui font des actions à visage découvert, ce qui peut différencier du coup certaines pratiques d'organisation. Néanmoins, cette tactique du sabotage fait bien partie du répertoire de l'action non violente. Et je souligne aussi l'apport de nouveaux mouvements, comme XR et comme les soulèvements de la Terre aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est important à remettre au centre de la table, puisqu'on a été bousculé ces derniers mois par cette nouvelle tactique qui est revenue. Donc, si Greenpeace a pu l'employer il y a quelques années, il faut avouer que c'est une tactique qu'on avait pu laisser de côté et qu'on a été bousculé aussi ces derniers mois, que ça nous a permis de remettre ça au centre, de le discuter, de voir à quel point on pouvait le réemployer dans nos campagnes et de clarifier aussi notre ligne. Donc je pense que c'est intéressant de dire à quel point tout ça est en mouvement. Quand on est dans une stratégie de lutte non violente, on a une rigueur à tenir, une exigence, une créativité, et on est toujours en train de réinterroger nos tactiques. Et ça me semblait aussi important de dire à quel point les soulèvements avaient bousculé l'année dernière et à quel point voilà, c'est quelque chose qui est revenu sur la table. Voilà pour ce à quoi je me suis employée. Je vous rappelais la force de transformation et de créativité de notre stratégie. Et j'invite aussi voilà, à muscler nos différentes actions et à les réfléchir. Alors, je me permets de dire un mot, de recontextualiser aussi. Là, on est le 2 juillet, cette vidéo est enregistrée. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé à la fin de la semaine. Et peut-être que ce sera l'occasion d'une future visio et d'une future revue. Mais si on a le RN au gouvernement, on parlera peut-être différemment et on réfléchira différemment nos tactiques et nos campagnes d'ici quelques jours. Mais en tout cas, voilà, dans mon article qui a été écrit au mois de mars, je vais inviter à désarmer, à être peut-être un peu plus offensif, radicalement non violent dans nos différents mouvements et à nous inspirer les uns et les autres, et les unes et les autres. Voilà pour moi. Merci. Merci beaucoup. Donc, sur l'aspect activité militante écologiste, François, est-ce que tu veux dire deux mots de l'article de David qui est absent ou on passe à la suite? Oui, mais Alain peut intégrer cette dimension Ouais. dans son propos, je pense. Allez, très bien. Alors, je passe la parole à Alain Refalot, donc membre du Centre de ressources sur la non-violence et de l'IRNC, pour un article intitulé Le sabotage dans la stratégie non-violente. Alain, à toi. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je me suis efforcé dans cet article de situer le sabotage dans la stratégie de l'action non violente. C'est quelque chose qu'on n'avait pas trop fait jusqu'à maintenant. Quand on regarde la grille de lecture de l'action non violente, on peut situer le sabotage non violent ou désarmement, pour moi les deux termes sont tout à fait synonymes, dans la catégorie des actions directes de désobéissance civile. Donc on est quand même dans quelque chose de très spécifique et très particulier dans l'ensemble de la stratégie d'action non violente qui ne comprend pas que des actions de désobéissance civile.
Et donc, en analysant et en lisant un petit peu et en regardant tout ce qui existe en termes d'actions actuelles de sabotage ou passées, il me semble que on peut dire qu'il y a deux types de sabotage en quelque sorte. Le sabotage utilisé de façon symbolique pour attirer l'attention de l'opinion publique sur un sujet important, sur un sujet brûlant, ou bien c'est une action directe qui vise à amplifier ou à créer un rapport de force avec l'adversaire, une institution, une entreprise, le pouvoir d'État, etc. Donc, ce qui signifie que, en fonction de si c'est une action de sensibilisation ou une action d'intervention directe, de confrontation en quelque sorte, il convient de bien réfléchir à l'utilisation de ce mode d'action un peu particulier, parce qu'on sait qu'il n'a pas d'emblée les faveurs de l'opinion publique si l'opinion publique ne comprend pas ce type d'action. Donc, euh, je crois que voilà, on peut situer l'action de sabotage dans ces deux perspectives, euh, sachant que la stratégie, voilà, c'est un ensemble de tactiques, donc de campagnes euh, à moyen terme avec des objectifs précis, limités, et que la méthode du sabotage s'inscrit forcément dans une tactique ou une campagne d'action qui elle-même s'inscrit dans une stratégie globale. Il serait, à mon avis, contre-productif de penser que le sabotage à lui seul constitue une stratégie ou même une tactique à lui seul. Je crois que c'est une méthode d'action qui s'inscrit dans une autre panoplie d'actions, dans une diversité de tactiques non violentes, et que donc il convient de réfléchir à la place de ce type d'action dans la stratégie, la tactique générale. Dans l'article, j'essaye aussi de montrer que, il y aura certainement un débat sur la façon dont on mène ce type d'action. Est-ce que c'est une action à visage découvert ou est-ce que c'est une action de type plutôt clandestine? Les deux peuvent s'entendre et se concevoir, tout dépend de la stratégie, encore une fois, et de la tactique et de là où on en est dans la campagne d'action. Une stratégie, euh, une action de sabotage à visage découvert, ça veut dire qu'on est prêt à assumer les risques de la répression et donc de la sanction, et que le procès donc peut être une tribune pour sensibiliser l'opinion publique. Et ça montre aussi la détermination des activistes. Si c'est une action clandestine, l'objectif, c'est l'efficacité. Euh, il est arrivé que les faucheurs volontaires, par exemple, mènent des actions à visage découvert, mais aussi des actions nocturnes, clandestines, de façon à réellement neutraliser des parcelles de champs de maïs transgéniques. Et donc, voilà, c'était l'efficacité qui était d'abord mise en avant, mais avec le risque d'un surcroît, comme cela a été dit précédemment, un surcroît de répression sur les activistes. Et donc, par rapport à tous ces éléments, il me semble très important de maintenir que le sabotage ou le désarmement doit véritablement s'inscrire dans une stratégie d'action non violente pour éviter des dérapages qui pourraient survenir compte tenu du fait que ce mode d'action est un mode d'action radical. Voilà, qui doit être mené avec des personnes qui sont, je veux dire, aguerries, formées, euh, et que donc le dérapage vers une action davantage violente n'est pas à exclure si l'action n'est pas bien maîtrisée, n'est pas bien préparée, n'est pas bien comprise, et encore une fois, si elle ne s'inscrit pas dans une stratégie d'action non violente. Voilà. Donc j'essaye de donner quelques préconisations très modestement. Évidemment, c'est pas un article qui se veut totalement normatif, mais ça m'a amené aussi à réfléchir aux différentes catégories, sachant que
la multiplication d'actions mal préparées de sabotage peut être aussi contre-productive si elles sont mal comprises de l'opinion publique ou si le pouvoir d'en face arrive à retourner en quelque sorte à son avantage le fait d'avoir dégradé ou d'avoir neutralisé telle ou telle machine ou telle entreprise. Voilà, donc ça mérite quand même, ce type d'action est quand même assez particulier, je crois, mérite une bonne réflexion en amont pour que l'action soit à la fois efficace, bien comprise et qu'elle s'inscrive dans un rapport de force. Parfait, merci. Est-ce que tu veux dire deux mots également du livre d'Andreas Malm, plus spécifiquement, dont tu parles dans le dossier également? Oui, évidemment, quand on s'intéresse à la question du sabotage, on s'intéresse à ce livre, Comment saboter un pipeline. Et donc, j'avoue que je n'avais pas lu ce livre avant de m'intéresser à ce numéro sur le sabotage, et donc je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Et j'avoue que j'ai été quelque part surpris et peut-être même agréablement surpris. Alors, ce qui est surprenant dans le livre de Malm, on se rappelle d'ailleurs que dans le cadre de la volonté du gouvernement de dissoudre les soulèvements de la terre, ils avaient cité en note le livre d'Andreas Malm comme en quelque sorte le livre qui avait influencé les activistes. Euh, donc, j'ai lu le livre, comme beaucoup d'autres certainement ici, et ce qui est étonnant, et surprenant, c'est que Malm très clairement ne préconise pas de sabotage qui porterait ou qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique, à la vie de personnes. Donc, toute son argumentation, c'est de dire finalement que le sabotage ne doit pas être, on va dire, violent. Sauf que dans sa grille de lecture à lui, il considère que la non-violence étant inefficace ou ayant montré son peu d'efficacité, il convient d'avaler vers des actions plus radicales et plus violentes, il emploie le mot, et il inscrit le sabotage dans une action radicale et violente. Et donc là, il y a une confusion, on va dire une confusion sémantique, puisque nous-mêmes, nous considérons que le sabotage sans violence, non violent, donc s'inscrit bien dans le cadre général de la non-violence. Et la limite, c'est toujours l'atteinte aux personnes. L'atteinte aux biens ne peut pas être considérée comme une violence. Et d'ailleurs, Malm le dit, hein, il dit bien qu'il n'y a pas de souffrance de la part des objets ou des machines ou des entreprises qui sont dégradées. Et il plaide, je cite Malm, en disant que voilà, il n'est pas besoin d'explosifs, il n'est pas besoin de colonnes de fumée. Le sabotage peut se pratiquer, dit-il, doucement, c'est Malm, hein, doucement, délicatement même. Voilà, même des mots qu'on n'utilise plus, nous, tellement il nous semble peut-être pas assez radical. Donc, je crois qu'il y a quelque part des contradictions dans cet ouvrage, des contradictions sémantiques, dans la mesure où Malm appelle violence une forme de sabotage que nous, on considère comme non violent. Et je crois que certains ont pris prétexte du fait que Malm euh, euh, inscrivait le sabotage dans le cadre de la violence pour quelque part dépasser les limites qui existent dans l'action non violente qui, encore une fois, ne porte jamais atteinte ou ne veut jamais porter atteinte aux personnes. Bon, bah parfait, merci beaucoup pour tout ça. Alors, est-ce que François, tu veux nous dire quelques mots de Jaurès? Oui, je vais être rapide parce que j'imagine qu'il y a pas mal de personnes en ligne qui ont des questions à poser aux auteurs d'articles. L'article sur Jaurès, oui, c'est l'époque où les anarchistes, donc Émile Pouget, Hervé Gustave et d'autres, pratiquent des formes de sabotage. Et j'aimerais tout de suite dire que ce qui me gêne beaucoup lorsqu'on propose le mot sabotage, c'est que notre imaginaire aujourd'hui
voit bien souvent une locomotive qui saute en l'air, un engin de chantier qui est catapulté à 1000 mètres ou autre chose, alors que le sabotage dont nous parlons bien souvent, et le plus souvent, est un sabotage qui consiste bien souvent non pas à tout faire sauter, mais plutôt au grain de sable qui va enrayer la machine, ou tout simplement la durite qu'on va pouvoir retirer à un bulldozer parce qu'on est ouvrier, mécanicien, et qu'on sait où se trouve la durite et que ça mettra beaucoup de temps pour la réparer. Voilà, du coup, lorsque on parle de sabotage, c'est ce que me donne à penser la réflexion de Jaurès là-dessus, parce que Jaurès, si vous avez lu l'article, à la fin, il est défavorable à l'action de sabotage avant d'y avoir été un sympathisant, parce que euh, voilà. Euh, et ce que j'apprécie beaucoup chez Jaurès, c'est qu'il va défendre les anarchistes, Émile Pouget et les autres, en s'insurgeant contre les lois scélérates. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, l'un des plus grands dangers du Front National au pouvoir, c'est qu'on aura très vite euh, le service public de la télévision radio qui vont être privatisés, on ne sait pas comment, et ça va être la fin progressive vers la suppression de la liberté de la presse. Les lois scélérates, à l'époque de Jaurès, c'est exactement ça. C'est la bande de Thiers et Clémenceau, les radicaux de droite, qui vont vouloir interdire la liberté de la presse, qui vont vouloir revenir sur la liberté de la presse, et c'est là où Jaurès s'engage, et s'engage à défendre donc les anarchistes qui pratiquent le sabotage, tel que j'ai exprimé. L'autre chose qui est intéressante dans l'article de Jaurès, c'est qu'on voit très vite que le coup de dynamite contre un train Le Havre-Paris, qui a fait sauter 4 wagons qui sont partis dans le fossé, fait que l'opinion publique, tout d'un coup, n'a plus du tout le même engouement qu'elle avait auparavant pour les méthodes d'action de la guerre sociale et du père Pénard et autres. Par exemple, les chiffres sont intéressants. Il y a eu 348 actes de sabotage par mois en 1911 par des ouvriers cégétistes et autres pour demander d'autres conditions de travail. Et le mois suivant, non, l'année suivante, il n'y en a eu que 27. C'est-à-dire une chute parce que l'opinion publique ne suivait plus. Et là, je rejoins bien Sylvine qui nous rappelait tout à l'heure l'exemple des faucheurs volontaires. Euh, Beauvais, François Roux l'avocat et Jean-Baptiste Bouban aimaient bien rappeler tout le temps qu'il vaut mieux 1000 personnes qui chacune arrachent un épi de maïs qu'une seule personne qui va arracher 1000 épis. Et là, la question du nombre joue beaucoup pour que l'opinion publique se dise, bon, là, il y a quand même, s'il y a tant de personnes qui vont faire ce type d'action, c'est bien quelque chose d'important. Ça nous rappelle, bien entendu, Sainte-Soline. Voilà pour Jaurès. Et la fin de Jean Jaurès, à mon sens, nous intéresse aussi parce qu'il dit que le sabotage euh, ne, euh, ne peut être accompli que par des personnes, des ouvriers qui appartiennent à la corporation. C'est pas je reprends l'exemple de la durite d'un bulldozer ou d'un camion. Il faut être mécanicien pour savoir où elle se trouve. C'est pas quelqu'un comme moi qui va savoir spontanément où va se trouver la durite qu'on va couper sur 3 centimètres et il faudra 3 mois pour en avoir une nouvelle. Voilà. Du coup, tout ceci me semble intéressant de relire Jaurès, de revoir son intérêt pour la SFIO, bien entendu, dont il était fondateur, et la façon dans laquelle il s'est positionné par rapport aux saboteurs de l'époque. Parfait, merci. Alors, pour lancer l'échange qui va suivre, je vais donner la parole à Georges Gagnère qui a écrit un petit article sur le sabotage informatique et un plus long article fort intéressant qui nous fait rentrer dans la pratique avec vraiment des conseils précis sur l'usage du débat mouvant et tout ça pour se questionner un petit peu sur les choix et les limites de chacun et en l'occurrence là par rapport au thème de notre dossier. Georges, c'est à toi.
Merci Alexandra. Euh, je voulais signaler dans ce numéro qu'il y avait quelque chose, un terrain dont on n'avait pas trop l'habitude de parler quand on parlait de sabotage, c'était tout le terrain lié à l'utilisation des communications, d'Internet, de nos ordinateurs. Et c'est simplement cette volonté que j'exprimais dans ce numéro. C'est un nouveau terrain et il y a des nouveaux acteurs. Et parmi ces acteurs, il y a déjà des saboteurs, donc on les appelle chapeau noir ou chapeau blanc, en anglais bien évidemment. Mais l'idée centrale, et peut-être d'ailleurs la seule de cet article, c'était de souligner l'importance qu'on avait souvent, enfin, l'importance de tout ce terrain qu'on négligeait souvent et qui était directement en lien avec tous les niveaux de notre vie actuellement. Donc, que ce soit l'orientation de nos enfants, les soins dans les hôpitaux, la distribution de l'eau, etc., etc. Et que là, il y avait sans doute quelque chose à réfléchir aussi, et en termes, bien évidemment, de pouvoir de nuisance ou de pouvoir d'utiliser des niveaux de sabotage qu'on pouvait penser non violents. Voilà. Le deuxième article, hein, c'est tout à fait autre chose. C'est d'ailleurs, il n'est pas dans le dossier, il est hors dossier. C'est une technique d'animation qu'on utilise beaucoup au MAN de Saint-Étienne, puisque je suis militant au MAN de Saint-Étienne, qui s'appelle le débat mouvant et dans lequel on arrive, enfin, on peut poser les questions en termes d'une part euh, sur deux axes, l'axe par exemple non violent, violent, et l'axe je ferai pas. Et quand on pose la question du sabotage euh, à des groupes militants ou pas, ou des gens intéressés pour la non-violence, on voit bien qu'il y a un grand débat autour de qu'est-ce qui est violent, qu'est-ce qui est non violent, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je ne ferais pas. Et par rapport au sabotage, cette technique permet aussi de reposer la question autrement, de se recentrer sur ce que chaque personne est prête à envisager en termes d'action, et puis pourquoi pas discuter dans un groupe de ce qu'on peut faire, de qui peut le faire, de qui veut le faire. Donc ça, c'est plus une fiche technique, non pas liée qu'au sabotage, mais dans l'exemple que j'ai pris dans cet article, la question qui est posée aux participants, c'est bel et bien, peut-on mettre le feu à une cabane de chantier? Est-ce violent? Est-ce non violent? Est-ce que je le ferai? Est-ce que je ne le ferai pas? Voilà. Bon, bah, parfait, merci pour ce petit guide pratique. Donc, je vous propose maintenant, donc, si vous avez des questions ou des remarques à faire sur un des articles présentés, bah, de le faire. Et sinon, bah, si vous voulez témoigner également de bah, vos propres limites, ce que vous considérez comme violent ou non violent en matière d'action et de sabotage. Voilà, je vous laisse la parole. Alors pour les Oh, participants, je vais chez Jean. J'y vais. Il n'y a pas des sacs à prendre? Ah oui, il y a peut-être un. C'est pas une question. donc je voulais simplement rappeler aux participants qu'ils pouvaient intervenir, mais qu'il fallait ouvrir leur micro. Et que s'ils veulent que leur vidéo soit enregistrée en même temps que cette visio, ils ouvrent aussi leur caméra. Alors, moi, j'ai une question, en tout cas, déjà, concernant notamment les aspects juridiques. Mais bon, si notre personne a des éléments à apporter,
que Laura Monnier, je suis preneuse aussi. Cette question de l'intérêt de la nation, le fait que le sabotage, donc, c'est si ça vise la nation. Du coup, ça m'a un petit peu embrouillée parce que j'arrive pas à comprendre le lien qu'il peut y avoir avec une entreprise. Si une entreprise, même si elle est en lien avec l'État pour X raisons, est atteinte par du sabotage, en quoi ça, enfin, par une dégradation plutôt, en quoi est-ce que ça peut être qualifié de sabotage puisque c'est une entreprise privée et que c'est pas la nation? Voilà. Alors, ça peut être une entreprise privée, mais qui travaille pour, par exemple, le ministère de la Défense. Ouais. Par exemple, ça peut être, je sais pas, Thales, enfin, des entreprises qui vont avoir des fonctions dans le cadre de la défense. Et on peut imaginer que ça pourrait être utilisé comme qualificatif pour tout ce qui peut toucher justement à la défense nationale et aux infrastructures liées à la défense nationale. Donc ça, ça pourrait, hein, sous réserve d'un certain nombre de critères, éventuellement rentrer dans ce qualificatif-là. Dans ce cas-là, il y a deux actions en même temps. Il y a l'État qui va saisir la justice pour sabotage et l'entreprise privée également. Enfin, du coup, comment Oui, ça se... les deux pourraient tout à fait, les deux pourraient être partie civile, hein. D'accord. Ce serait possible. C'est pas forcément une action qui vise l'État directement. Généralement, ça va être l'État, mais on a aussi des entreprises qui travaillent dans des secteurs sensibles et on peut s'imaginer que s'attaquer à ces entreprises, par exemple, pourrait revêtir ce type de qualificatif. Mais ce n'est pas parce que c'est que l'atteinte de l'infraction porte sur les intérêts fondamentaux de la nation que ça signifie que c'est forcément contre l'État directement. Mais Thales, c'est un peu l'État, par exemple, puisque dans les fonctions de défense de l'entreprise, il y a enfin, de faute de défense. Ces activités militaires, c'est des activités qui sont faites, qui sont organisées dans le cadre un peu de sous-traitance, si vous voulez, de l'État. Donc, juridiquement, il y a un volet public des activités-là. Ok. Merci, merci. Donc, il y a Stéphanie qui a demandé la parole. Donc, Stéphanie, une question? Oui, oui, non, c'est bon, je te remercie, j'ai rebaissé la main. Ah, alors. Alors, tant pis, tant pis. D'autres questions ou remarques, interventions? Aucun de vous n'a de limite concernant le sabotage, alors, si ce n'est la différence, la distinction qu'on a faite entre les biens et les personnes? Ah, ben Stéphanie relève la main ou ça a été ou c'est le même que tout à c'est la même main que tout à l'heure, je sais pas. Non, non, j'ai relevé la main. Ah, Oui, déjà, j'ai trouvé le... Bonsoir tout le monde. bonsoir. J'ai bien lu j'ai bien lu le journal et en ce qui concerne le sabotage, à partir du moment où il n'y a pas de victime, enfin selon moi, hein, c'est mon point de vue, victime directe ou indirecte, et qu'il est utile et utilisé pour amener, on va dire, la paix au sens large, et qu'il est là pour justement apaiser les choses, je pense que le sabotage peut être un outil utile. Voilà. L'ayant pratiqué dans des circonstances, dans un temps lointain, pardon. Mes limites étant effectivement de ne pas détruire l'environnement dans lequel nous étions et de ne pas faire de victimes voilà, humaines ou non humaines. Je revendique le fait de pouvoir saboter tout en étant conscient de ce que peut amener l'acte en lui-même. Voilà, c'est-à-dire la paix et l'apaisement. Ok. Un point de vue intéressant. Donc là aussi, hein, sur la question victime, du coup, ça veut dire là aussi la question des biens et des personnes. Du coup, la distinction, on retrouve la même chose. D'autres interventions? Je trouve intéressant ce que vient de dire Stéphanie, parce que, et ça renvoie un peu au choix des mots qu'on utilise, parce
c'est vrai que ce terme de désarmement qui est récent, enfin, en termes d'équivalent de sabotage non violent, euh, est peut-être davantage pédagogique que le mot sabotage, parce qu'on comprend très vite que ce terme vise quelque part à empêcher quelque chose, une machine, une entreprise, de nuire, de faire du mal. Et donc, le fait de désarmer, effectivement, peut être considéré comme aller dans le sens de quelque chose de plus pacifique. C'est-à-dire, voilà, si la machine, c'est la guerre, le désarmement de la machine, ben, c'est la paix. Bon, j'essaye de traduire ce que peut-être a voulu dire Stéphanie, mais je n'avais pas du tout pensé à cet élément-là. Merci. Ok, C'est merci. tout à fait ça, merci à toi. Bon, alors, parfait. Tout le monde s'est bien compris. On a Michel également qui a levé la main. Donc, Michel, à vous la parole. Hum, Oui, oui, en fait, c'est juste une petite nuance parce qu'il me semble qu'on ne peut pas toujours dire que c'est pour apporter la paix. Il me semble que c'est parfois aussi pour alerter sur un danger. Je sais pas, quand par exemple, on a pris l'exemple des OGM tout à l'heure. Oui, bien sûr, on peut dire que c'est un monde plus vivable, un monde qui n'est pas soumis aux semenciers internationaux. Enfin, je ne sais pas si on peut tout ranger sous l'idée qu'une action de désarmement de ce genre, enfin, si on peut dire, si on peut mettre le signe égal tout de suite entre désarmer quelque chose de nuisible égal apporter la paix, parce que je trouve qu'à ce moment-là, on a une conception de la paix qui est vraiment euh, très extensive. Est-ce que c'est intéressant? Voilà, je m'intéresse toujours beaucoup à l'emploi des mots parce que je trouve que c'est important et d'ailleurs c'est bien hein, que dans ce numéro on pose vraiment la question et donc voilà, c'est une question. Oui, alors Stéphanie a demandé la parole et avant de la lui redonner, je signale d'ailleurs que dans le numéro, justement, on s'est vraiment attaché aux définitions. On a fait référence à la définition de Jean-Marie Muller et également dans son premier article, David Berruet revient sur les définitions de Jean-Marie Muller sur vraiment le sabotage non violent. Donc, les mots ont leur importance en effet. Donc, Stéphanie. Oui, j'ai bien compris ta remarque. Alors effectivement, moi je parle d'un point de vue global, c'est-à-dire amener la paix, mais moi j'étais sur ça. Ce numéro m'a ramené je dirais une vingtaine d'années en arrière où effectivement on était sur le terrain et on sabotait avec avec nos jambes, nos vélos et tout ça. Mais effectivement sur l'aspect environnemental et sur justement toutes ces questions de préservation de l'environnement, de champs d'OGM, comme tu peux le constater, on a aussi, on pourrait éventuellement peut-être imaginer un sabotage, un peu comme l'a dit Georges tout à l'heure, un sabotage plus informatique, voilà, peut-être plus de cet ordre-là, d'aller sur un terrain peut-être qu'on n'utilise pas, enfin voilà, qui n'est pas encore très utilisé en tout cas, mais qui mériterait d'être interrogé, effectivement. Alors, François a demandé la parole également, François. Oui, suite à cet échange, moi, ça me fait penser à quelque chose pour lequel j'ai beaucoup d'estime, c'est l'action des écureuils contre l'A69, l'autoroute en construction entre Castres et Toulouse. Dans une action de désarmement, comme dans nos autres actions de non-violence, il y a toujours quelque part le rapport de force. C'est bien pour amener la paix à longue échéance, mais bien souvent, il faut passer par un rapport de force. D'ailleurs, j'en profite pour dire que rapport de force s'écrit avec un S à force, parce que pour faire un rapport, il en faut au moins deux. Donc, rapport de force, contrairement à ce qu'écrit Le Monde, ça prend toujours un S. Excusez-moi, c'est une petite marotte orthographique. Mais dans ce rapport de force, les écureuils qui sont en haut des arbres, moi, me soulèvent l'estime. D'abord, j'ai l'impression que je ne serais pas capable de le faire, mais surtout, c'est que ça empêche de couper un arbre tant qu'ils sont en haut. Donc, il faut les déloger, comme c'était lorsqu'ils étaient en face du ministère de l'écologie. Cette action-là de désarmement, elle s'étale dans le temps.
Et c'est ça que je trouve aussi très intéressant. C'est pas un visage camouflé, c'est pas de nuit et après je me barre, c'est nous sommes là et ça se voit. J'entends rien là. Oui, pardon. Donc, Stéphanie, te redemande la parole. Je vois une main levée. Ah non, excuse-moi, Ah, j'ai c'est juste oublié de qu'elle la n'est pas baisser. retombée. C'est bon. Ok, Parfait, ok. parfait. Merci François en tout cas pour ce que tu as dit. Y a-t-il autre chose? Sinon, j'avais une question à soumettre. La... C'est par rapport à cette histoire d'intérêt de la nation et de lien à la nation et des limites de qu'est-ce qu'on appelle dégradation, pas dégradation. Je m'interrogeais sur comment pouvait être qualifiée l'action de XR sur la Joconde. Puisque le tableau n'est pas atteint, donc on ne peut pas dire qu'il est dégradé, mais en même temps, les alentours l'ont été. C'est vraiment l'image d'une nation. Comment on qualifie ce type de choses, type d'action? Voilà. Est-ce que quelqu'un a une idée? Ouais, Laura. Oui, ça peut être. Alors, j'ai pas suivi de près. Je ne sais pas quelles ont été les suites judiciaires et s'il y en a eu. Ouais, je sais pas. Mais la tentative d'une dégradation peut être réprimée. Donc, la tentative, il vous suffit vous voyez, d'avoir un commencement d'exécution, de vouloir dégrader quelque chose, même si vous n'y parvenez pas. C'est réprimé théoriquement aussi fortement que la dégradation elle-même. Donc, On ne prend pas en compte le fait que les personnes ont pu mesurer justement que la dégradation n'était pas possible, sachant que ben voilà, il y a une vitre, etc. Ça, on ne sait pas si ça ne peut pas être pris en compte du tout. alors ça, ce que vous venez de décrire, c'est en gros, c'est l'élément intentionnel, c'est-à-dire est-ce Ouais. qu'ils avaient vraiment l'intention de dégrader ou pas, et effectivement, c'est ce que le tribunal va devoir essayer de juger s'il passe enfin, je suis pas sûre qu'il passe en correctionnel, mais si jamais il y avait s'ils étaient poursuivis pour tentative de dégradation, ça serait ce qu'ils devraient, voilà, en tout cas, ce serait uniquement via leurs paroles, c'est-à-dire qu'ils devraient s'expliquer de leur action et dire que ils savaient pertinemment que ça ne pouvait pas dégrader. Mais bon, c'est pas forcément facile parce que c'est effectivement que leur déclaration à eux. Et il y a bien un acte qui vise à voilà, jeter quelque chose dans un musée, donc qui plus est avec des règles ouais, de protection sur les œuvres. Donc c'est pas évident que Ouais. la tentative ne serait pas caractérisée. Et sur l'aspect intérêt de la nation, est-ce que le fait que ça soit l'image de la France, ça peut être pris en compte? Non, 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 non. Par contre, ça pourrait pas être du tout être criminalisé. À nouveau, je suis même pas sûre qu'il le délictualise et que ça passe devant un tribunal correctionnel. Et non, vraiment, tout ce qui est crime contre les intérêts de la nation, c'est surtout sont des qualifications qui existent surtout en temps de guerre. Hein. Ouais. Ou si vraiment, voilà, on avait on était en temps de guerre où là, ça pourrait s'appliquer davantage, mais bon, après, à nouveau, on n'est pas à l'abri de l'utilisation de ce type de qualificatif, je pense, pour tout ce qui concerne la protection de la défense. Mais non, là, ça pourrait pas être appliqué, enfin, pas encore. Michel. Oui, Merci, quand on pénètre sur le terrain d'une centrale nucléaire, c'est qualifié comment? Alors, vous avez en fait, dans le Code de la défense, justement, vous avez différentes infractions qui concernent notamment ce qu'on appelle des infrastructures qui sont qualifiées d'importance vitale pour la question de l'apport en électricité. Et il y a des qualifications, des délits spécifiques qui ont été créés pour l'intrusion. En fait, l'intrusion, avant, dans une centrale, elle a été réprimée par un texte général qui était la violation de domicile. Et aujourd'hui, alors suite aux intrusions de Greenpeace, en 2015, vous avez une loi, la loi Ganet, qui a prévu un texte spécifique pour les intrusions dans les centrales. Mais bon, ce texte ne servait pas à grand-chose parce que, enfin, il existe toujours, c'est sur la base de ce texte-là que Greenpeace est condamné.
et ses militants, en fait, c'était exactement le même niveau de peine, autant de peine d'emprisonnement que pour une intrusion de domicile. Et donc, ça a été un texte qui a été créé vraiment pour répondre à une actualité, donc les intrusions de Greenpeace, comme ils ont voulu faire après les intrusions des militants sur les aéroports, ils ont voulu créer un délit qui visait à réprimer spécifiquement l'intrusion sur les pistes d'aéroports, alors qu'il existait déjà un arsenal juridique qui permettait de faire ça. Et ce qui est un peu plus aberrant aujourd'hui, c'est que l'intrusion de domicile, elle a été aggravée dans le code pénal et elle est réprimée plus sévèrement que l'intrusion dans une centrale nucléaire. Ah oui. Voilà, ça, ce sont les joies et les péripéties du législateur qui s'amuse à trop légiférer selon le contexte politique. On se retrouve avec des situations pas tout à fait logiques. Georges, à toi? Oui, moi je voulais simplement poser la question du lien entre l'objet de la lutte et l'objet du sabotage. Alors, je pense qu'il y a un point juridique et puis il y a un point aussi d'éthique ou de stratégie autour de la non-violence. Est-ce qu'on peut saboter quelque chose qui n'a rien à voir avec l'objectif d'une lutte dans laquelle on est? Oui, c'est une bonne question. C'est une question qui se pose souvent parce que, en fait, évidemment, ça arrive souvent que lors des enquêtes ou même à l'audience, les militants soient questionnés sur l'efficacité de leur action. Parce qu'en fait, bien souvent, l'action de dégradation, parce que je préfère l'appeler dégradation que sabotage, elle est symbolique. Elle ne va pas empêcher le changement climatique, elle ne va pas empêcher l'insécurité nucléaire, etc. Et donc, il y a un principe en droit pénal qui est que les motifs sont indifférents. C'est-à-dire que peu importe, normalement, pourquoi vous avez commis un délit. Normalement, c'est un point qui n'est absolument pas regardé dans tous les délits ouais, de trafic de stupéfiants, de violence ou autre. Enfin, les raisons pour lesquelles vous avez commis cet acte sont complètement indifférentes. C'est l'indifférence des motifs. Mais sur les actes de désobéissance civile, il y a cette jurisprudence qui s'est quand même développée sur la liberté d'expression, où dans la démonstration que doivent faire les avocats sur ces sujets-là, eh bien, il y a justement pourquoi, dans quel contexte politique ça va s'inscrire. Donc en réalité, c'est plus de ce qu'on remarquait, hein, c'est vraiment plus le contexte politique, la symbolique qui va importer. Alors, il faut quand même qu'il y ait effectivement un peu un lien. S'il y a vraiment aucun lien et que l'explication de ce contexte et des raisons qui ont poussé à faire l'action sont inexistantes, c'est beaucoup plus difficile. Ce qui est aussi plus difficile, c'est quand les militants n'ont pas intenté, avant l'action de désobéissance, des actions légales. C'est-à-dire que s'ils ont, avant leur action de désobéissance, écrit des courriers, interpellé publiquement les décideurs, etc., bon, évidemment, ça favorise ensuite la reconnaissance, la légitimité, si je puis dire, de l'action de désobéissance. Mais sur le climat, ouais, c'est quelque chose qui est déjà énormément documenté. Donc, en fait, ils peuvent s'épargner les voies légales, si je puis dire. Merci, c'est très intéressant d'avoir fini là-dessus et vu que l'heure tourne, je pense qu'on peut arriver à clôturer là-dessus, à moins que quelqu'un, et il y a peut-être Stéphanie qui aura un mot à rajouter. C'est qu'en effet, je ne sais plus si c'est dans votre article ou dans plusieurs articles de la revue où il y a vraiment cette question de mais est-ce qu'on n'utiliserait pas le sabotage en dernier recours et après justement avoir mis en place différentes stratégies, c'est ce que disait un petit peu Alain tout à l'heure avec ce questionnement de voilà, quels sont le sabotage n'est pas une tactique, mais il se met dans un ensemble de tactiques et dans une stratégie. Et en tout cas, sur le plan juridique, il y a vraiment cette nécessité d'avoir d'abord épuisé d'autres recours. Et ce que je voudrais ajouter, c'est peut-être aussi au niveau de l'opinion publique. C'est que si on va directement dans cette action directe-là, ça peut être moins entendable que si on est déjà passé par d'autres stades et qu'on peut dire, oui, mais regardez, on a tout essayé, on n'avait vraiment pas le choix que d'arriver à cette action directe-là. Donc, il y avait Stéphanie qui avait levé la main. Oui, non,
c'était juste pour répondre par rapport à l'action des militantes là sur la soupe qui a été jetée sur le tableau. Il me semblait avoir entendu qu'une loi était en préparation pour condamner ce genre de choses, enfin d'actions. Et je voulais aussi revenir sur le délit d'entrave aussi à la chasse qui a été établi une fois maintes et maintes actes de sabotage qui ont été réalisés, voilà, voilà, pour venir réprimer les militants. Un acte de, voilà, c'est ça, une obstruction à la chasse a été prononcée pour que les actes de sabotage cessent. Voilà. Ok, merci pour cette info, très bien. Donc, vu qu'il est 19h31 et que nous avons pour règle d'être ponctuels et pour ne pas saturer l'esprit des militants qui doivent rester vifs et d'autant plus par les temps qui courent, je propose qu'on s'arrête là en signalant donc en effet donc ce visio était enregistré et que vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube d'Alternatives non violentes. Et peut-être donc, merci Georges, que notre rédacteur en chef peut dire 2 mots sur le prochain numéro. Et ce prochain numéro sera bien sûr suivi d'une visio qui, je pense, prendra un tournant différent que vu l'actualité par rapport aux articles qui sont déjà finalisés. François. Oui, eh bien, avant de se dire au revoir, en effet, le prochain numéro, celui du mois de septembre, aura pour titre l'autorité. Quelle société pour quelle autorité? C'est un sujet plein d'actualité, comme vous le savez, comme nous le savons. Et voilà, je crois qu'on peut dire également que le numéro sur le sabotage est beaucoup regardé sur la toile, sur le site d'ANV. Et nous devons vraiment remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'écriture, à la réalisation de ce numéro. Bon, parfait, merci. Donc, merci à Georges pour toutes les présentations que tu as pu faire à l'écran donc, et à nos dessinateurs qui illustrent toujours admirablement bien. Donc, c'était bien agréable d'avoir ces illustrations qui ponctuaient nos échanges. Merci. Eh bien, merci et bonne soirée à tout le monde. Alors, et puis à très bientôt et bon courage à tous.